Madame, bonsoir, messieurs, bonsoir, amis sportifs, bonsoir. Je suis encore une fois de plus heureuse de vous compter parmi les nôtres ce soir parce que nous avons tenu promesse. Le DTN Médard Loussadissou est avec nous sur ce plateau. Vous avez d'ailleurs été nombreux, je vous en remercie, à aimer, à apprécier la première émission que nous avons faite avec les coachs concernant bien sûr la participation des Léopards à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Ça a été agréable. Vous avez posé autant de questions, mais malheureusement, on ne saura peut-être pas à toutes les poser. Notre émission n'a que 45 minutes. Il y a aussi d'autres faits d'actualité que nous devrons diffuser pour d'autres téléspectateurs également qui en aiment. Et voilà pourquoi nous allons nous attarder sur l'essentiel de ce que vous avez posé comme problème et le DTN certainement sera disposé à pouvoir vous répondre. Bonsoir DTN. Bonsoir madame, bonsoir à tous les téléspectateurs. On est là et disposé à pouvoir apporter les réponses qui faillent aux préoccupations de l'opinion. C'est aussi un devoir pour nous, pour ma part, c'est un droit pour eux. Nous allons entamer notre sujet du jour. Il s'agit bien entendu de parler du football de la République démocratique du Congo, mais cela ne nous empêche pas de nous apaisantir un tout petit peu sur ce que nous avons vécu il y a peu. C'était en Côte d'Ivoire avec bien entendu la première édition à 24 nations. C'était une très bonne chose. La République démocratique du Congo s'en est sortie avec la 4e position, ce qui n'était pas prévisible, mais la compétition a permis à ce que la RDC puisse avoir cette position-là. Nous félicitons d'ailleurs pour cela les sélectionneurs, managers de cette équipe, Sébastien Desabre, pour cet exploit, avec espoir que ça va s'améliorer. Voilà pourquoi nous sommes sur ces plateaux avec le DTN, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir en fait sur cette équipe des Léopards de la RD Congo, parce que vous êtes là pour écrire la technique que doit appliquer les équipes nationales de la République démocratique du Congo. C'est vous, en fait, qui donnez les temps aux sélectionneurs. Alors, je reviens à ce que je disais il y a peu, à la Coupe d'Afrique. L'Afrique du Sud, par exemple, a amené des joueurs locaux et finalement, l'Afrique du Sud a terminé 3e. La République démocratique du Congo, 4e, mais avec un seul joueur issu du championnat de la Lina Foot. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Oui, mais dans l'histoire du football de notre pays, nous avions été dans le quart étage, comme on dit, avec un effectif des locaux. Et on va parler de la CAN 98 pour l'histoire, et puis aussi avec des équipes équilibrées, avec Florent, et des équipes du Chan aussi, on a compétit jusqu'à gagner des titres avec Santos, avec Florent Bengué. Donc c'est pour dire qu'effectivement, l'équipe nationale normalement devait s'appuyer sur son effectif local et être renforcée par les meilleurs talents du pays et du moment et de la diaspora. Mais comme je dis, par définition, l'équipe nationale se compose des meilleurs talents du pays et du moment. Donc je peux ajouter où qu'ils se trouvent. Donc aujourd'hui, effectivement, en tant que direction technique nationale, nous devons essayer de réfléchir sur la qualité du championnat, et qui hier, du championnat local, qui hier était pourvoyeur et des talents dans la sélection 1, et pourquoi aujourd'hui cela n'est pas le cas. Et aujourd'hui peut-être je pourrais avancer dans le cours de l'émission quelques éléments, mais j'organise le lundi un symposium et à l'intention des entraîneurs de première division et deuxième division de la Lina Foot et des entraîneurs nationaux ainsi que les directeurs techniques et provinciaux, pour que nous puissions, sous les thèmes et la vision technique du football congolais, et afin que ensemble nous puissions tirer les enseignements de cette CAN et nous permettre de relever le niveau et des joueurs de notre championnat, ainsi afin qu'ils rivalisent avec ceux qui sont dans la diaspora, et aussi relever le niveau de nos équipes, parce que vous avez évoqué les cas de l'Afrique du Sud, comme d'autres pays, la Tanzanie, et qui aujourd'hui est l'une des destinations de notre championnat.
qui ont présenté des effectifs à caractère local. Et donc, il faudrait qu'on puisse y réfléchir et peut-être au cours de l'émission, vous allez poser d'autres questions qui vont nous amener à nous apaisantir en profondeur de cette question, mais avec les entraîneurs cette fois-là et qui sont concernés par le développement de notre football, que nous puissions échanger avec eux et les écouter et donner des orientations afin qu'en définitive, nous puissions faire des recommandations aux entraîneurs sur le plan des différents aspects qui vont être évoqués, notamment, je pense, j'imagine, sur la qualité de travail technique, sur les plans de jeu, donc la connaissance des entraîneurs sur l'animation des systèmes de jeu et les plans de jeu, sur le mental, sur aussi l'environnement et sur dans l'environnement, il y a les conditions de la pratique. Donc, toutes ces questions-là que nous allons évoquer avec les techniciens du pays. Mais est-ce que vous ne craignez pas l'allure au fond les choses? Vous ne craignez pas que ces championnats de la Linafoot disparaissent carrément, tel que les choses se présentent? Un championnat où on joue les matchs, un match au mois de janvier, un autre, ça sera au mois de mars, etc. Ça, c'est quoi cette histoire-là? Bon, je veux pas être pessimiste et penser que le championnat va, non, il ne va pas disparaître plus tôt. Et je voudrais abonder dans le sens où est-ce que la direction technique nationale est préoccupée par l'avenir de notre football national. Donc à travers le championnat qui est indécis, où les joueurs effectivement sont peu compétitifs, parce que c'est très important. Et les époques que j'ai citées, à 98, quand Soligraphe, Matongé et Kalamou livraient les rencontres contre les équipes dites grandes, les clubs, les simples pour les citer que cela, on ne craignait rien. C'était vraiment égal. Les dirigeants de ces trois équipes recrutaient au même titre les joueurs qui rivalisaient dans le recrutement, les joueurs et de clubs, des Dari et autres. Donc aujourd'hui, on sent effectivement qu'il y a une fébrilité au niveau il y a une marge entre les équipes dites grandes et les autres, parce que déjà du point de vue de moyens, les équipes vivent dans la précarité. Il y a combien de joueurs qui sont impayés? Vous voyez cela, il y a combien d'entraîneurs qui ne sont pas payés? Combien d'équipes qui réunissent les conditions et la conditionnalité pour prétendre à la licence de club? Et vous voyez, parce qu'il faut la qualification de l'entraîneur, il faut que dans les staffs techniques, il y ait le médecin, et tous ces aspects-là qu'il faut réunir pour prétendre et pratiquer, relever le niveau de nos équipes. Aujourd'hui, le problème, et nous l'avions évoqué, je suis rapporteur des commissions qui a traité beaucoup de matières à Mbouila Loge, aux États généraux, et il s'était avéré et qu'effectivement, nous avons noté, relevé le fait que nous pratiquons un sport amateur, pour parler du football, un football amateur, alors qu'en réalité, il y a des équipes qui ont des contrats avec des joueurs, et les entraîneurs, et il y en a d'autres non. C'est-à-dire qu'on ne doit plus considérer que nous pratiquons un football amateur. Nous devons aller au-delà de ce football. Mais nous ne sommes pas non plus, et nous ne pratiquons pas non plus un football professionnel, parce que le football professionnel, il est si exigeant. Donc, et notamment, par exemple, il a été recommandé, nous avions sollicité qu'on recommande aux équipes de première division d'entretenir des équipes d'âge. Alors, vous allez voir ce qui se passe, des équipes qui trichent, où une équipe de première division prétend entretenir une équipe junior, mais c'est un club de quelqu'un. Et quand vous allez en profondeur, il y a des joueurs de 25 ans là-dedans qui étouffent les enfants de 19 ans, de 20 ans, qui auraient dû
évoluer dans... Est-ce qu'il n'y a pas des des mécanismes également pour détecter que cet enfant-là n'a pas l'âge qu'on a inscrit sur son... Oui, les mécanismes, c'est pour ça que je dis on doit aller vers le professionnalisme, vers la professionnalisation de notre football. Et dans le professionnalisme, il n'y a pas d'amitié. Et ce sont les principes et on tape sur les principes. Donc quand un club ne mérite pas de signer la licence des clubs parce qu'il y a un aspect qui n'a pas rempli, ben, il faut qu'on puisse sommer. Donc c'est là effectivement, il faut qu'on vérifie si les équipes de première division entretiennent effectivement des équipes des catégories d'âge. Pourquoi et quel est l'intérêt? C'est parce que, et on va aller peut-être plus loin pour ce qui est des sélections nationales, la vision de la direction technique nationale, c'est que nous constituons un cursus de formation du joueur. C'est ce qui fait la différence aujourd'hui avec nos jeunes qui évoluent en Europe. Ils ont, dans la majorité, sinon tous, ont suivi la formation dans des structures de formation appropriées, les académies. Alors, au niveau académique, après l'étape de 6-12 ans, dans les étapes d'apprentissage, 6-12 ans avec initiation, l'enfant passe à la préformation 13-15 ans. Là, l'enfant perfectionne les gestes qu'il a appris à l'étape d'initiation. On dit qu'on forme le futur footballeur. On lui apprend à s'entraîner. Après cette étape va venir la formation. À partir de 17 ans, U19. Là, l'enfant va faire des entraînements pour le préparer à s'entraîner pour la performance. Vous voyez? Donc là, il y aura des entraînements spécifiques au poste, pour un milieu de terrain, comment donner la passe, et ainsi de suite aux différents postes. C'est après la formation, le moins de 21 ans, il rentre dans le post-formation. Donc là, c'est un stagiaire qui a suivi la formation, qui rentre et qui fait la transition entre la formation et les seniors. Donc nous, c'est la vision de la direction technique nationale. Il faut qu'il y ait un championnat de moins de 15 ans. Il existe un championnat avec la Ligue nationale de football des jeunes de moins de 17 ans, mais il faut qu'il y ait un championnat à proprement parler de moins de 20 ans qui soit suivi. Qui va constituer au même titre que le football féminin. Oui, là je parle des deux versions en fait. Oui. C'est pour qu'il y ait une transition entre les 17 ans, les 20 ans, avant de passer sur le senior, il faut qu'on ait terminé la phase de formation. Alors, par rapport au contenu, et pourquoi on veut se donner l'exigence de recommander qu'on suive le cursus. Parce que comme je l'ai dit, parlant du centre, le centre qui est une passe décisive qui va favoriser le tir. Si l'enfant n'a pas appris comment poser le pied d'appui à l'initiation, à l'étape d'initiation, et ce qui va arriver chez nous, c'est que nous allons voir, sur 10 centres réalisés par un joueur au cours des matchs, il n'a mis que 2 dans l'axe et 5 autres, si ça ne dépasse pas, ça sort. C'est-à-dire qu'il y a un problème de technique, de maîtrise du geste technique. Ça, on ne l'apprend pas quand on a grandi. Okay. Oui, parce qu'il y a des lorsqu'on a grandi, c'est fini, l'arbre est tordu. Il faut donc commencer plus bas. Et c'est pour cela que nos joueurs du championnat, aujourd'hui, peuvent avoir des difficultés par rapport à ceux qui viennent de la diaspora, parce qu'à valeur égale sur le plan technique, la question peut se poser sur le plan de la lecture du jeu. Parce que la lecture du jeu, déjà à 15 ans, on doit apprendre à l'enfant, 13 ans, 15 ans, et où est-ce que je vais, pourquoi, comment, quand. Quand on n'a pas le ballon, se déplacer, c'est un acte réfléchi. Lorsqu'on a le ballon, la fois passée, vous avez posé la question sur la qualité de passe, des passeurs, et les milieux de terrain. Oui, mais à qui je donne, pourquoi, comment, quand. Et c'est aussi un acte réfléchi. Il n'y a plus le football de Pessangaï et puis je donne. Voilà, parce que celui qui est en face, c'est un poutou, c'est les grands poutous, c'est mon vieux, donc puisque c'est lui, il m'a demandé, je donne. Non,
C'est celui qui a le ballon, qui anime le jeu, qui doit réfléchir. Pourquoi je dois donner, quand bien même c'est pour tous, c'est mon vieux, pourquoi je dois le donner? Et comment? Vous allez voir dans notre football, des fois, entre deux lignes qui se suivent, le milieu de terrain soulève les ballons pour servir un attaquant. Alors que pour que l'attaquant ait la possibilité d'utiliser les ballons, qu'on le lui donne au pied. La disposition des épaules pour voir, est-ce que je donne dans sa course? Est-ce qu'il veut recevoir la balle au pied? Tout cela, c'est des questions que, avec les entraîneurs, c'est la raison d'être du fait que l'entraîneur aujourd'hui ne doit plus être l'ancien joueur. Non, parce que c'est un métier, justement. Tout ce que je suis en train d'expliquer, c'est la preuve qu'il faut aller à l'école pour apprendre et comment enseigner et quoi enseigner, à qui enseigner. Donc l'entraîneur de V-Club ne peut pas présenter les entraînements comme s'il était dans V-Club U15. Et celui de U20 ne va pas entraîner au U17 de la même manière. Parce qu'il y a les étapes de développement, les phases de développement et les étapes d'apprentissage. Les matières diffèrent. Il faut de la pédagogie, il faut la méthodologie, de la didactique qu'on enseigne aux entraîneurs. Donc pour clore, je vais dire que notre football, effectivement, nos championnats doivent être mieux organisés et mieux développés. Pour se développer, il faut mieux les organiser, il faut plus de moyens, il faut de la compétence dans les dirigeants et de la détermination chez les dirigeants des clubs aussi, mais de la compétence chez les entraîneurs aussi et des joueurs, bien entendu, qui sont aussi prédisposés à pouvoir participer. Donc c'est vraiment un ensemble de parties prenantes qui doivent conjuguer les efforts pour élever le niveau de notre championnat. Il y a un téléspectateur qui m'avait posé la question, d'ailleurs on aurait dû commencer par là, parce qu'il voulait savoir en fait quelle différence y a-t-il entre un directeur technique national et un sélectionneur principal d'une équipe nationale, et quel est le rôle du directeur technique national dans une équipe de football. Ça paraît comme ça, mais sinon ça a de la profondeur, et ça aidera à pouvoir peut-être différencier certaines choses. Je vais aller même plus loin. Quelle est l'importance d'un directeur technique national pour le football du pays? Pourquoi? Parce que l'État fixe les finalités. Le ministère du Sport, dans la vie qui programme la politique sportive du pays, et présente une vision du ministère des Sports. Et si dans cette vision, il est dit que en 2026, nous voulons que le football soit représenté au sommet du football africain ou mondial dans les deux versions. Alors, le ministère des Sports présente cette vision à l'organe technique qui est la FECOFA. Et à la FECOFA, c'est à la FECOFA de mettre en place des projets de développement et donc fixer des objectifs à atteindre en 2024 et quoi faire 2025, 2026 pour qu'on puisse répondre à la vision étatique. Alors, mais qui est le penseur qui va mettre en place ce projet et qui va fixer les objectifs, qui va assurer le suivi, qui va faire l'évaluation aux différentes étapes? C'est le directeur technique national. Donc, le directeur technique national, c'est un des deux piliers capitaux de la vie d'une fédération. Sur le plan administratif, le secrétaire général, et sur le plan technique, le directeur technique national. Okay. C'est pour cela qu'il y a au départ une démarcation entre un directeur technique national et un sélectionneur. Les sélectionneurs sont proposés pour nomination par le directeur technique national. Et la fédération, le comité exécutif de la fédération donne l'accord après et peut-être ensemble écouter les motivations du directeur technique national. Et le directeur technique national est responsable de la direction technique nationale. Pour notre part, nous avions
des cellules qu'on appelle les départements et formation, éducation et recherche. Et donc, chaque fois, il y a les stages des entraîneurs, tout ça, c'est organisé par le Déten Moukeba, qui est mon adjoint, en même temps responsable de formation. Okay. Il y a le département de développement de haut niveau, du football de haut niveau. Il y a le département de développement du football de base. Là, il y a aussi le football scolaire. Okay. Il y a le département de développement du football des jeunes. C'est là qu'on va voir les catégories que je viens de citer tout à l'heure. I15 et 17. Il y a le département de développement du football féminin et le département de développement des autres pratiques de football, d'autres formes de pratiques de football. Il y a le beach soccer et le futsal. Donc, logiquement, la direction technique, est vraiment effective. Ça, c'est sur papier, c'est ça l'organigramme de notre direction technique nationale, qui devra donc, en ce moment-là, le déten ne doit pas être le ci-dessous. Le déten, il est le ci-dessous, mais responsable de différents départements ou des cellules. Et là-dedans, j'ai aussi la gestion donc, des entraîneurs nationaux, du collège des entraîneurs nationaux, parce que tous les entraîneurs, dernièrement, on avait permis à Otis Ngoma d'aller suivre la préparation de l'équipe senior. Il avait sollicité et j'avais donné l'accord parce que c'est lui qui est le pourvoyeur des talents nationaux, locaux et l'équipe senior. Il était comme ça, c'était un très mauvais choix d'ETN. Parce que lui, il était une déception pour lui. C'est à cause de lui d'ailleurs que tout est cassé entre est cassé pour les locaux au sein de l'équipe A. Je pourrais y revenir, mais donc c'est pour dire qu'il y a un collège d'entraîneurs nationaux parce qu'il faudrait que celui de U15 travaille dans la philosophie de la direction technique nationale. Et nous pourrons tout le temps revenir que nous avons pondu un modèle game, c'est-à-dire un principe de jeu, une philosophie de jeu que nous enseignons depuis 2020 maintenant et chez les entraîneurs de la licence C, D et C pour faire voir aux entraîneurs, il faut que nous ayons un type de jeu qui répond aux qualités, aux compétences techniques de nos joueurs. Et ce qui est bien, c'est que c'est pratiquement ce que notre équipe nationale joue aujourd'hui avec des sabres. Les entraîneurs qui me suivent le savent. On avait dit qu'au niveau de moins de 15 ans, il faut d'abord animer le système 1-4-3-3. C'est-à-dire, parce que dans ce système, et le quadrillage du terrain, il est très bien. Et il y a 4 défenseurs. Il y a dans chaque couloir un ailier qui va couvrir son latéral. Et lorsqu'on a perdu le ballon, et au milieu de terrain. Donc, ça peut changer. Un 4-3-3 flexible. C'est-à-dire, quand on a perdu le ballon, et on se comporte d'une certaine manière. Et aussi quand on a le ballon. Et rechercher la verticalité du jeu. C'est qu'on a vu avec l'équipe actuelle des Sables, parce que au Congo, nous avons des joueurs qui vont vite et qui sont très techniques sur les côtés. Donc, c'est inutile de garder longtemps le ballon derrière. Il faut vite rechercher l'entrejeu et aller vers l'avant. La sortie rapide de la défense pour jouer en bloc médian, c'est l'image de l'équipe de Sables. Un pressing médian, un pressing haut. Quand on a perdu le ballon dans la surface de but adverse, on presse, on l'a vu aussi, et la reconversion rapide dans le transition, c'est qu'on a perdu le ballon et vite se reconvertir pour récupérer. On a bien vu cela aussi dans cette équipe. Donc voilà l'image, ce qui est bien pour nous en tant que direction technique nationale, c'est l'image de l'équipe que présente des Sabres. C'est exactement cela que nous sommes en train de recommander depuis un certain temps, depuis 2020, j'étais déten adjoint, et aux entraîneurs. Donc, logiquement, si nos joueurs, dès l'âge de 15 ans, de 13-15 ans, apprennent à jouer tel que ça se présente aujourd'hui à la CAN, qu'on l'a présenté à la CAN, c'est que
Et le joueur, ce sera un acquis. Et un acquis, jusque pour autant d'années, nous jouerons les types de football qu'on a présentés, les principes qu'on a présentés dernièrement à la CAN. Et ça, ce serait pour la DTN un acquis. Donc voilà que si Club, si Desempe, si Mazembe, si Lupopo, si Rangers, pour les citer que ces équipes-là, peuvent présenter un football où on va vers l'avant, nous vivrons des matchs très engagés, ou si les équipes sont bien positionnées défensivement, le joueur défend vraiment très bien en bloc, des équipes qui peuvent passer de l'attaque placée, donc multiplier les passes, préparer la sortie de l'adversaire, aller en attaque rapide, mettre les ballons dans le dos de la défense adverse, ou aller en contre-attaque. Si nous avons ce genre d'équipe, c'est ce football-là que nous, on voudrait, si nous l'avions vécu à l'époque avec les Matongi, les Kalamou, les Soligra, pour ne citer que ces équipes-là, on a vécu cela dans ce pays. Et sinon, là, on est à la recherche d'une identité pour les équipes de la République démocratique du Congo. Exactement, et c'est cette identité que nous, la DTN, nous avions, c'est sur papier, les entraîneurs, c'est un modèle game, et donc c'est notre identité exactement, c'est très bien dit d'abord les thèmes, c'est l'identité de notre football. Quand on va chez les Maghrébiens, on va voir qu'il y a des similitudes. Et puis, donc, il faut que nous aussi, qu'on sache. Ça, c'est la RDC qui joue de la rigueur. On l'a un peu perdu. Et la rigueur et l'agressivité, d'ailleurs, je crois que le sélectionneur aussi l'a reconnu. Donc, pour finir, le DTN n'est pas sélectionneur. Mais il conçoit la politique du développement du football. Il évalue les entraîneurs nationaux. Parce que c'est l'œil et l'oreille du comité exécutif. Les membres du comité exécutif n'ont pas été sur le banc d'entraîneurs de l'école. Donc, eux ne peuvent pas évaluer un match. On peut voir le match se jouer. Mais, et puis tabler sur l'esprit de la critique. Mais or, l'esprit critique, il faut de la rationalité. Pourquoi? On l'a dit la fois dernière. Pourquoi les gardiens de but s'étaient-ils sortis? Mais c'est pourquoi on l'a laissé partir. Pourquoi les défenseurs qui étaient aux prises ne lui a pas dit ne viens pas? C'est ça. Voilà. Or, si les gardiens de but sortent, les défenseurs en ce moment-là dit comme les gardiens de but insistent, je coupe la course, je m'en vais le couvrir. Pourquoi les défenseurs centraux ne sont pas directement revenus dans la petite surface de but? Parce qu'un centre pourrait arriver pour qu'ils interviennent. Ça, c'est maintenant dans l'esprit critique, on va dire. Et le gardien de but qui a totalement tort, et c'est l'ensemble qui a tort. Pour que, en ce moment-là, l'entraîneur, lorsqu'il va faire le travail, qu'il fasse un travail d'ensemble. Attention, défenseur. Si le gardien de but vient, parce qu'il est dit dans le principe, si le défenseur se sent battu, le gardien de but sort. Il faut en ce moment-là que les défenseurs rentrent dans l'axe. Non, si le gardien de but doit sortir très loin, en ce moment-là, il faut qu'on l'avertisse pour qu'il ne sorte pas. Et que rester dans l'axe. C'est un exemple pour dire que les dirigeants ne sont pas connaisseurs de football. Ils voient le football. Ils apprécient, ils sont observateurs du football. Par contre, l'entraîneur qui a appris, il fait l'analyse. On fait l'observation et l'analyse. On doit se poser des questions qu'il faille pour trouver les enseignements. Donc, et pour aujourd'hui, avec des sabres, ça c'est la vision de notre fédération, l'entraîneur et sélectionneur entretiennent une relation horizontale avec les DTN. Ça se passe très très bien avec des ça parce que nous collaborons. En fait, c'est une collaboration que moi j'apporte en tant que spécialiste, expert du pays et en tant que responsable de notre football. Et j'apporte mes réflexions avec lui, mais c'est lui qui a un contrat avec nous. Moi, je me mettrai à dire c'est bon, on poursuit avec lui ou pas. Donc je ne dois pas m'immiscer, voilà le thème, m'immiscer dans le travail de ça, mais plutôt c'est mon devoir de pouvoir dire attention, c'est que moi j'ai observé. Donc chaque fois, tout en n'étant pas à la CAN, mais j'envoie mes audios,
mais j'appelle, on échangeait, et il connaît... mais tout ça là, vous le faites après un match ou bien même pendant le match, vous avez la possibilité de pouvoir dire tiens, c'est ce que je suis en train de voir, je pense que tel... non, au cours de la rencontre, il a son staff. Et le travail qui a été fait, maintenant c'est le coaching. Le coaching, il est fait par l'entraîneur, et responsable avec ses entraîneurs qui sont au banc. Et qui jouent les souffleurs. Et de temps en temps, j'ai vu Miao et un autre, Raphaël, se mettre debout, et puis ils échangent. Donc ça c'est le travail du terrain. Le directeur technique national ne peut pas, il doit être caché. J'étais directeur technique national adjoint pour la petite histoire et en charge de l'équipe nationale. Et à l'époque, tout les bancs se mettaient derrière le banc du staff et des joueurs. Donc j'étais en 98 derrière P.A. son âme, Watunda, vous voyez, et Mukeba. Et donc là, je jouais le rôle des souffleurs. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je dois être dans les tribunes. Même si les matchs, on a vécu quelques matchs, suivi quelques matchs ici, je ne peux pas intervenir directement, peut-être à la mi-temps, mais vraiment de manière discrète, parce que c'est l'entraîneur et on doit lui faire confiance. Il faut faire le travail en amont. Okay. C'est comme cela que, logiquement, le DTN, lui, doit suivre la préparation. C'est en amont. Il faut que, lorsque l'équipe se prépare, qu'on sache quelle est la vision, quelle est la philosophie du jeu, et du point de vue de la gestion de la discipline et autres, comment l'entraîneur se comportait-il. Et voilà, par exemple, nous avions soumis le code disciplinaire. Aujourd'hui, tout le monde parle de la discipline dans la sélection nationale. Et des SAP a un code disciplinaire, mais nous avions soumis le code disciplinaire qui existe au niveau de la direction technique nationale, et que l'on met à disposition désormais des entraîneurs des catégories d'âge, parce que pour les catégories d'âge, le DTN entretient une relation verticale, c'est-à-dire que le DTN donne des orientations, parce que c'est nous qui savons quel type de football nous devons faire pratiquer au niveau de l'équipe de Dessabres. Donc ceux-là, des catégories d'âge, on leur dit attention, passe ici. Rester dans la vision de la fédération, rester dans la vision de la philosophie du jeu de la direction technique nationale, et c'est sur cette base-là que nous formons les entraîneurs. Donc c'est une tâche assez complexe de la DTN. Il faut lui donner le pouvoir. La DTN, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça souffre encore un peu. Il faut donner au directeur technique national le pouvoir d'un directeur technique national. C'est-à-dire voilà, donc il n'y a pas de confusion possible. C'est très bien fait de poser cette question. Et pas de confusion possible entre un DTN et un sélectionneur. Et aujourd'hui, pour finir, la différence entre le sélectionneur d'hier, Florent Ibengue, et le sélectionneur d'aujourd'hui, Sébastien Desabre, qui est manager en même temps. La notion du manager, c'est que c'est lui qui gère la sélection sur les aspects techniques. Et il peut aller au-delà des aspects techniques. C'est-à-dire que créer son environnement, il sélectionne les joueurs, et il propose aussi pour nomination son staff à lui, et il donne sa vision par rapport à l'équipe, et c'est lui qui dit voilà, dans tel environnement que je voudrais que mon équipe puisse prester. Donc il a beaucoup plus de pouvoir qu'un sélectionneur tout court. Voilà, et ça c'est un acquis. Et il n'y a pas très longtemps que dans le monde professionnel, on a instruit cela. Donc en tant que manager, il est leader, il a vraiment la mainmise, et c'est une très très bonne chose. Ça lui facilite la tâche. Et on sent qu'il y a quand même de la complicité. D'ailleurs, ce qu'on a évoqué tantôt aussi, la discipline est là. Oui. Donc apparemment, tout semble bien. Je crois que les enfants vont bien assimiler les différentes notions. Mais la discipline, surtout parce qu'il a réussi et à casser les mythes des anciens, les nouveaux, des grands, des jeunes. Ce qui a fait défaut, quand même, certains de nos collègues qui en ont souffert, qui ont même subi. Vous voyez? Parce que, bon, c'est tel est né
ne voudrait pas que l'autre joue, tel qui joue et n'est pas content de... Et tout cela, ça n'a pas facilité la tâche, que des joueurs qui arrivent pour une sélection, mais qui des fois se déambulent, et on les voit dans la ville. Et voilà, tout cela, c'est des aspects qui ont fragilisé certaines sélections et dans le passé. Cela ne veut pas dire que les entraîneurs d'hier, ils n'ont pas été assez sévères, assez rigoureux, mais la composition des effectifs ont peut-être posé des problèmes. Et en plus qu'à un certain moment, notre équipe avait été à l'apogée de l'âge. Donc les joueurs avaient pris de l'âge. Donc, et ce n'était pas sur le plan physique, on n'a pas donné vraiment du répondant. Des fois, quand les matchs se suivaient, monotone, la même prestation. Voilà, donc aujourd'hui, des sabres a fondé l'équipe sur des joueurs qui sont frais, qui sont jeunes et qui sont nouveaux dans la sélection, qui veulent prouver, marquer leur passage. Donc ils bénéficient de beaucoup de situations favorables pour pouvoir présenter une équipe comme parce qu'on sait déjà que Bakambu a 32 ans et également Gaël Kakuta 32 ans. Il faudra que dans une année ou dans 2 ans, qu'on sache comment les remplacer. Et c'est pour cela qu'au niveau de la DTN, nous avons, quelqu'un m'avait dit, mais vous dites toujours des bonnes choses, mais qu'on ne voit pas. Donc, mais justement, il faut qu'il y ait des projets. S'il n'y a pas de projet, on ne peut pas prétendre à un avenir. Donc nous, c'est pour cela que notre combat au niveau de la DTN, c'est qu'il y ait des équipes nationales d'âge de différentes catégories et que ces équipes soient des équipes permanentes. Okay. Nous sommes l'un des rares pays où les équipes nationales d'âge sont minimisées et ne jouent pratiquement pas. Voilà. C'est pour ça que tout sélectionneur des équipes d'âge souvent est réputé de corrompu et négativement, malheureusement. Parce que si les meilleurs, quand vous prenez l'équipe Nigeria, vous allez voir que ces jeunes, quand bien même l'ossature est constituée des joueurs qui évoluent en Europe, mais c'est une équipe, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Voilà, depuis les U17, les U20 et autres. Et chez nous, par contre, les jeunes de moins de 20 ans, on n'a pas la sélection U20 permanente. Donc, demain, quand les sélectionneurs U23 vont convoquer les joueurs, les gens vont lui proposer d'autres joueurs que ceux qui étaient dans les U20. Voilà. Vous voyez cela? Alors que la suite logique, quand je parlais du cursus, que ce sont les meilleurs U20 qui doivent accéder au U21, donc l'équipe olympique U23. Et donc aujourd'hui, l'équipe nationale locale du CHAN doit être constituée des meilleurs U23. Vous voyez, les meilleurs U23 et en surclassement, les meilleurs U20 qui pourront venir dans l'équipe du CHAN. Et en ce moment-là, ces meilleurs, puisqu'ils auraient déjà joué ensemble au U17, au U20 et au U23, quand ils rentrent dans l'équipe senior, qui se connaissent. Voilà. Donc on peut amener 23 joueurs qui évoluent en Europe. Il y a des automatismes. Exactement. Donc c'est un plaidoyer, en fait, on ne va pas dire vraiment un plaidoyer, mais c'est vraiment une préoccupation que nous avons au niveau de la DT. Et là, il faut mettre des moyens. Le moyen ne doit pas être convergé que vers l'équipe première, mais aussi les catégories d'âge. C'est pour ça que je parlais de la politique, de la vision au niveau étatique et la politique aussi au niveau fédéral. Voilà, rapidement parce qu'on m'a fait signe là-bas qu'on n'a plus assez de temps, mais juste une dernière question. En tout cas, coach, vous faites les évaluations des sélections et même les prestations des entraîneurs, mais aussi des championnats, les différents championnats. Parlons plus de la Linafoot. En une phrase ou 2 phrases, dites-moi un peu votre évaluation sur ces championnats de la Linafoot. Bon, déjà, nous avions pris part active dans le choix du format, dans la détermination du format et du championnat actuel qui est en une phase expérimentale. On va dire que le souhait, c'est que les joueurs congolais soient compétitifs. Qu'on fasse tout pour rendre le joueur congolais de notre championnat compétitif.
qu'on trouve la meilleure formule et pour qu'ils soient compétitifs. Les problèmes, là où les bas blessent, c'est des problèmes de circulation, la flotte aérienne, parce que notre pays, c'est un pays continent. Pour que les équipes se déplacent, il faut beaucoup plus prendre les avions. Ça, c'est un problème qu'il faut résoudre. Le problème aussi de la précarité des clubs, parce que des clubs qui attendent l'investissement, disons, coup de pouce de l'État pour qu'on puisse prester au niveau du championnat. Tout cela, c'est des questions. L'amateurisme des clubs, et donc il faut aller vers la professionnalisation. Il faut digitaliser notre championnat. Il faut qu'on évolue. Il y a tous ces aspects-là. Et puis alors, la qualité, la qualification des entraîneurs, pour éviter de pouvoir recruter des joueurs fraudeurs et tout. Exactement, le problème des joueurs à certains postes. Si les clubs représentatifs utilisent des gardiens de but étrangers, comment allons-nous relever le niveau du gardien de but local, par exemple, afin qu'il rivalise au niveau des sélections nationales? Il y a des questions, ce sont des questions que nous nous posons. Le nombre, combien de matchs doit normalement jouer un joueur de notre championnat pour qu'il puisse rivaliser avec les jeunes qui viennent de l'Europe. Ce sont ces questions que nous allons nous poser avec les collègues entraîneurs au cours du symposium qui commence le lundi. Normalement, dans ce symposium, il y a Magasuba Mohamed de Lupopo qui devait intervenir en tant que membre de la commission technique de la CAF, parce que c'est eux qui ont fait l'évaluation de la CAN pour pouvoir nous donner des enseignements. Sébastien Desables, ils vont intervenir par Zoom, et aussi pour nous parler en profondeur, mais là ce sera entre techniciens de son équipe, de ce qu'il a annoncé comme des axes d'amélioration. Il va falloir qu'il les présente aux entraîneurs et ensemble nous tirons des enseignements pour que cette participation à la CAN puisse nous servir. Merci beaucoup, Médère Loussadissou, directeur technique national. Tout le plaisir était pour mon équipe et moi de vous savoir, d'avoir du répondant positif chez vous et surtout d'avoir les réponses à nos interrogations. Nous espérons que les portes resteront ouvertes. À chaque fois qu'on sera dans les besoins, nous ne manquerons pas. Nous connaissons les rouages. C'est un devoir que le DTN a de communiquer pour donner les réponses idoines aux préoccupations de l'opinion. Merci précieux Mangonzoï, merci Ange Kassa, merci à Miel, merci Lise Kaka, merci également à Gauthier Bamolona qui a monté les différents sujets que nous avons diffusés dans cette émission. Merci à Mathieu Kadipouvi, Andaï et Ilambouchi également. Nous nous retrouvons pour les prochains numéros la prochaine fois. Mesdames et messieurs, bonsoir.